Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Nous sommes mercredi et nous sommes à l'heure de notre programme hebdomadaire, le rendez-vous des entrepreneurs. Dans cette émission, on vous donne des conseils, des astuces afin de pouvoir garantir la pérennité de votre entreprise. La thématique d'aujourd'hui porte sur la malchance ou la poisse, facteur explicatif de l'échec en entreprise. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Vous allez vous-même pouvoir déjà répondre à ça à partir des éléments que nous allons développer, des éléments que nous allons vous donner. Est-ce qu'il existe une poisse? Est-ce qu'il existe une malchance? Déjà, la malchance, je pense pas que ce soit lié à l'entreprise, mais peut-être lié à l'individu. Bon, là, on va parler du spirituel, mais là, je ne veux pas entrer dans le domaine spirituel. Je vais plus essayer de partir de façon scientifique, parce que je n'aimerais pas parler ici des croyances ou des actes de croyances que les uns et les autres vont poser. Mais de ce côté spirituel-là, le conseil que je peux donner, c'est toujours d'être en parfaite harmonie avec son côté spirituel, parce que l'on sait que tout ce que l'on a spirituellement, physiquement, après on l'a. Ça, c'est la base de toute chose dans la vie. Donc, ce n'est pas à discuter ou à témoigner, mais c'est déjà ça. Donc, on va voir que ces riches-là, ils pratiquent beaucoup de méditation, ils pratiquent beaucoup d'exercices de yoga et tout. Beaucoup d'exercices qui permettent à leur esprit d'être en adéquation avec leur physique, avec leur façon de penser. D'où on a essayé de parler de la pensée positive. Donc, pour ne pas entrer dans le spirituel, les gens ont parlé de pensée positive. Donc, développez votre pensée positive et associez-le avec votre pensée physique pour pouvoir aller de l'avant. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus ici, ce serait lorsque vous décidez de mettre en place votre projet, vous êtes dans un état d'esprit. Donc, vous avez un besoin personnel, que ce besoin-là corresponde avec un besoin physique de la consommation de la population ou de votre besoin personnel en tant qu'individu. Vous allez vous dire, je suis fatigué de me faire exploiter, je veux devenir mon propre patron. Je vois que beaucoup de gens souffrent, il n'y a pas de Ben Sikin, il n'y a pas de boulangerie dans mon quartier, dans les quartiers environnants. Donc, à ce moment-là, je vais décider d'ouvrir une boulangerie. Mais n'empêche que cela part d'un besoin. Et ce besoin-là, vous avez une énergie que vous avez à ce moment-là. Donc, ensuite, vous avez la deuxième phase qui est celle de mettre en place le projet. Donc, vous avez eu le besoin s'est fait pressant, vous avez dit que d'accord, je mets en place le projet. Et lorsque vous avez décidé de mettre ce projet en place, vous dépassez cette étape-là. Ensuite, vous arrivez à l'étape de l'implantation, de l'implémentation et de la réalisation. Donc, vous voyez que c'est un cheminement logique. Vous avez un manque ou vous constatez un manque sur dans l'environnement dans lequel vous êtes. Ensuite, vous vous dites, il faut que je mette en place le projet. Vous avez un ensemble d'éléments que vous décidez de mettre en place pour réaliser votre projet. Vous essayez à ce moment-là d'allier votre compétence et le service ou le produit que vous allez mettre en place. Ensuite, vous vous dites que d'accord, ok, la mise en place écrite du projet peut-être a été faite. À ce moment-là, vous décidez déjà de l'implémenter et de réaliser le projet. Et donc, moi, c'est à ce moment-là que ça n'a l'air de rien, comme ça on parle, ça n'a l'air de rien, mais c'est à ce moment-là que les erreurs peuvent se glisser. C'est à ce moment-là que les éléments de poisse ou les éléments de malchance vont se glisser pour qu'à l'arrivée, vous aurez un projet qui ne pourra pas perdurer. Donc, premièrement, je pars déjà de l'instant de départ. Vous avez une énergie, vous êtes chez vous et vous vous dites, oh là là, je suis fatiguée, je suis au chômage, je ne suis pas embauchée. Et pourquoi pas est-ce que créer mon propre business? Ou vous vous dites, j'en ai marre de mon boss, il me fait chier et tout, il ne me paye pas tout le temps. Et tout le temps en train de me commissionner, je suis à 7, 8 mois, un an d'aéré, de salaire. J'en ai marre de cette situation, je veux devenir mon propre patron. Ou vous vous dites, voilà, dans cette zone, il manque telle ou telle chose, pourquoi pas lancer ce business-là? Donc, vous vous retrouvez dans cet état d'esprit premièrement. Donc, ça, c'est la clé de départ. Il faudrait que vraiment l'élément déclencheur soit quelque chose vraiment de bien aiguillé. Parce que c'est à ce moment-là, lorsque vous allez connaître votre premier, deuxième, troisième, quatrième échec, c'est votre énergie de départ qui, à ce moment, viendra vous motiver ou viendra vous dire que je continue, je m'arrête. Donc, il ne faudrait pas partir pour lancer son business dans genre, je veux me faire de l'argent.
Parce que si vous mettez ça à l'esprit et que c'est ça votre élément motivateur, lorsque vous allez avoir votre premier échec, vous serez vraiment, vraiment dégoûté et vous pouvez arrêter. Donc, essayez dès le départ de trouver la bonne énergie. La bonne énergie, ce serait, oui, votre hargne à vous dire non, j'en ai marre d'être exploité, mais je veux faire quelque chose de bien. Je ne voudrais plus que les gens soient maltraités. Je voudrais que les consommateurs, en tant que qualité-prix, qu'ils aient quelque chose de bien. À ce moment-là, votre énergie est positive et vous avez vraiment envie de faire quelque chose de bien. Et c'est là, même si vous rencontrez des difficultés, vous allez toujours à ce moment-là vous remettre en cause et essayer de remettre ou de réencadrer votre idée de départ. Déjà, le premier conseil qu'on va dire, c'est toujours essayer de trouver l'énergie positive du départ. Ne partez pas sur je voudrais avoir de l'argent, l'argent, mais partez pour je voudrais quelque chose d'innovant, je voudrais arrêter ou je voudrais mettre fin à quelque chose. Donc, et déjà ça, vous pouvez déjà bien vous motiver. La deuxième phase, vous avez la motivation, vous avez l'idée de projet, vous décidez donc de mettre en place, on a tendance à appeler ça le business plan. Vous allez dire, je rédige mon business plan. Tout le monde connaît ce que c'est, tout le monde en entend parler, tout le monde en parle. Le business plan. Le business plan, ce serait un document dans lequel vous allez vous projeter sur 5 ans, dans lequel vous allez parler de votre stratégie, de votre cible, de votre marché. Mais à ce moment-là, il y a des petites erreurs qui peuvent se glisser, des omissions de votre part qui peuvent faire à ce que plus tard, lorsque vous êtes à la phase de réalisation, votre projet ne décolle pas, votre avion ne part pas et se retrouve en train de se cracher en plein vol. Donc le business plan, ça n'a l'air de rien, mais c'est très important parce que dans le business plan, c'est à ce moment-là on associe, on essaie de créer un lien, une cohérence entre la personnalité de l'entrepreneur et de l'activité ou du produit qu'il va mettre sur le marché. Parce que vous, peut-être en tant qu'entrepreneur, vous allez dire, j'aime plutôt telle couleur, j'aime le jaune, j'aime le rouge. Vous avez des clients également que vous avez en face. Est-ce que vous prenez en compte les besoins de vos clients? Est-ce que vos clients qui vont venir, eux, ils vont aimer le bleu, ils vont aimer le rouge? C'est ça. Est-ce que votre produit que vous allez mettre sur le marché sera aussi en adéquation avec les valeurs de votre client? Est-ce que sera en adéquation avec vos valeurs à vous, avec ce que vous voulez véhiculer comme valeur, véhiculer comme projet, comme énergie? Parce que mine de rien, lorsque l'on décide de faire quelque chose, on décide toujours de partager un peu de soi. Donc, est-ce que lorsque vous décidez de partager, est-ce que c'est cette bonne partie de vous que vous allez donner? Est-ce que c'est le négatif de vous que vous allez donner? Et aussi, il y a ça. Quand parce que quand on a l'impression que c'est simple, les gens se disent non, il faut juste rédiger un business plan. Mais le business plan, ce sont des écrits, mais n'empêche que c'est une part de vous que vous donnez dans ces écrits-là. Votre vision que vous allez donner dans votre business plan. Et n'essayez pas de vous changer. Moi, le conseil que je vais donner aujourd'hui, c'est partir dans la simplicité et l'efficacité. Vous êtes un jeune entrepreneur, vous avez besoin de faire des choses simples. Faites des choses simples, mais des choses professionnelles, des choses efficaces, des choses où votre cible va pouvoir se reconnaître, où vous-même, vous allez vous reconnaître dans votre cible et vous allez vous reconnaître dans votre produit. Donc, n'essayez pas de faire des choses que vous ne pourrez pas à la longue assumer ou de vous dénaturaliser. Si vous êtes quelqu'un, comme on dit, vous aimez les mèches de couleur, vendez les mèches de couleur. Et vous allez trouver, c'est sûr, vous allez trouver des gens qui vont pouvoir aimer cette couleur-là. Mais si vous êtes des personnes peut-être qui n'aimez pas trop de couleurs ou qui n'aimez pas l'extravagance, ne vous lancez pas dans l'extravagance. Lancez-vous dans ce qui vous convient. Lancez-vous dans ce qui sera en adéquation avec votre personnalité. Un projet qui sera en adéquation avec votre personnalité et qui pourra également attirer votre cible. Donc, vos valeurs, je dirais, business plan, pensez à un projet en adéquation avec votre personnalité, avec votre cible et définissez bien vos valeurs. Donc, pour faire simple, la simplicité, l'efficacité, tout en définissant ces valeurs. Ensuite, on a au niveau de l'implémentation, de la réalisation. À ce moment-là, vous avez déjà rédigé votre business plan, vous avez votre stratégie que vous avez mise en place, votre système marketing que vous avez également mis en place, votre marque
tout ce que vous voulez. Vous avez défini vos facteurs clés de valeur. Vous avez défini également votre business model. Je sais que tout le monde connaît ça, on en parle, on en parle, on en parle. Ce sont également des éléments essentiels. Vous avez tout défini déjà, votre business model, votre marque, votre produit. Tout est prêt à être lancé. Vous êtes à la phase de réalisation. Vous avez déjà votre shop que vous avez ouvert, ok. Vous, maintenant, vous décidez de partir sur le terrain, de vous lancer. Il y a des clients qui arrivent, vous vendez votre produit, vous ne le vendez pas. Et comme ça, à ce moment-là, c'est également là que la principale dureté de la réalité du business arrive. On se rend compte que ce qu'on a écrit, c'est pas ce qui est en train de se passer dans la réalité. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse tomber pour autant ou est-ce qu'on doit continuer? C'est également ça le grand problème également qu'on a. Mais moi, à ce moment-là, ce que je dis, en amont, essayez de créer des moments d'alerte. Des moments d'alerte vont vous permettre de pouvoir réajuster et de pouvoir réadapter votre stratégie. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'à à quel moment est-ce que je positionne cette alarme-là qui va me dire que Larissa, à ce moment-là, c'est un moment critique, il faut échanger, il faut zapper ta stratégie, prendre une autre. Larissa, ici ça devient compliqué. Il faudrait plutôt te axer ou te réorienter vers un autre système ou trouver un produit complémentaire à ton produit phare. Donc, c'est déjà ça. Donc, il faut déjà essayer de mettre des alarmes. D'abord, la première alarme, c'est votre chiffre d'affaires. La première alarme, ce serait, dès le début, avoir des questionnaires de satisfaction. Lorsque vous avez des clients qui achètent votre produit, il faudrait que là, comme ça, ils testent devant vous ce qu'ils vous disent là. À ce moment-là, comment vous trouvez le produit, vous prenez des notes. Parce que vous êtes au début, vous n'êtes pas sûr que forcément, vous avez eu à écrire, c'est vrai. Vous avez eu à anticiper les besoins de votre client, c'est vrai. Mais maintenant, à la phase de réalisation, la réalité, le réel, comment est-ce que le client, comment votre cible perçoit votre client? Essayez de faire ça sur les 3, les 4, les 6 premiers mois pour voir et pouvoir adapter votre produit ou adapter votre service par rapport à ça. Donc, vous allez toujours marcher avec votre questionnaire lorsque vous vendez votre produit. Excusez-vous, hein, monsieur, je suis on va dire quoi? J'oublie le terme, je représente, disons que je représente le produit que vous êtes en train d'utiliser. Est-ce que vous pourriez m'accorder 2 minutes de votre temps, s'il vous plaît, afin de pouvoir remplir mon questionnaire de satisfaction? Comment est-ce que vous trouvez le produit? Comment est-ce que vous le trouvez présenté? Est-ce que la qualité, ça vous va? Qu'est-ce que vous souhaiteriez que nous améliorons dans notre produit? Est-ce que, monsieur, ça vous dirait de tester notre produit la prochaine fois? Donc, essayez toujours à ce moment-là de le faire sur 6 mois. Ça va vous permettre de pouvoir trouver le bon équilibre de votre produit par rapport à votre cible. Donc, même si vous avez 50, 100 questionnaires que les gens auront remplis, vous allez trouver ce qui revient toujours. Qu'est-ce qui revient? Et à ce moment-là, vous les essayez de l'adapter à votre produit. Ensuite, donc, vous avez toujours votre discours marketing parce que vous allez le réadapter. Vous allez voir que lorsque vous parlez comme ça, le client est d'accord, le client apprécie ce que vous dites. Mais lorsque vous parlez d'une certaine façon, donc à ce moment-là, les 6 premières phases, ce seraient des phases de test de tout ce que vous avez fait en amont de votre business plan, de votre business marketing, communication et tout ça. Et vous allez toujours essayer d'adapter. Essayez d'adapter jusqu'à ce que vous allez trouver ce qui sied le mieux à votre cible. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'après, vous n'allez pas vous développer ou que vous n'allez pas essayer toujours d'innover parce que la veille concurrentielle, c'est toujours très important dans un business que l'on veut lancer et ça va vous permettre toujours de pouvoir rester sur la durée. Ensuite, vous allez passer au chiffre d'affaires. Est-ce que mon chiffre d'affaires est un chiffre d'affaires qui croît? Est-ce que ça stagne? À ce moment-là, ce sont également des indices d'alerte pour vous dire que soit le prix est très élevé, soit la population. Donc, essayez toujours de regarder votre chiffre d'affaires et de pouvoir l'améliorer en fonction de ça. Vous pouvez ne pas vendre, hein, ne pas avoir un grand chiffre d'affaires, mais faire quand même du bénéfice. Que ça tourne bien ou pas mal, que ça tourne bien ou mal, vous aurez toujours de la ressource derrière pour pouvoir investir. Donc, ces entrepreneurs là-haut, ces influenceurs financiers qui vous disent avec 0 franc, je monte un business. Moi, je dis non. Donc, j'ai horreur qu'on dise des trucs bizarres. Moi, je ne pense pas qu'avec 0 franc, on puisse investir. Parce que la preuve, avec 0 franc, vous ne tenez pas sur 2 ans. Donc, essayez déjà de faire votre budget. Essayez de le faire sur 2 ans. Essayez de voir si vous pouvez tenir le cap.
Et à ces 2 ans, généralement, ça permet au produit de s'implémenter, ça permet au service de s'installer, mais il y a d'autres qui prennent un peu plus de temps. Mais déjà, si vous avez 2 ans, vous pouvez tenir votre projet, vous rapportera forcément un peu d'argent et vous allez permettre de pouvoir tenir. Et le conseil que je vais donner ensuite, ce sont des énergies. On ne recrute pas tout le monde, on ne recrute pas n'importe qui. Il faut s'entourer des énergies. On le voit souvent dans nos relations. On se dit, oh, depuis que je suis avec la fille, si mon business ne marche pas. Depuis que je sors avec le gars, si mon business ne marche pas. C'est également vrai. Avec les gens avec lesquels vous travaillez, peut vous apporter des énergies positives et faire fleurir votre business, comme elle peut vous apporter des énergies négatives et faire tomber votre business. Donc, sachez avec qui vous vous entourez, sachez avec qui vous marchez. Donc, les conseils sont simples, hein. Créez une cohésion entre votre personnalité et votre business pour que vous soyez toujours motivé, quoi qu'il arrive, et persévérant. Ensuite, essayez de faire dans la simplicité et l'efficacité tout en définissant bien ses valeurs et budgétiser sur 2 ans. Et enfin, sachez vous entourer, n'hésitez pas de suivre des conseils, de vous former comme on dit. Je suis Larissa Boaikao. Vous avez vu là, normalement, je suis censée parler 12 minutes, mais on va à 17. Il y a encore plein de choses à dire, mais souvent en 10-17 minutes, on n'y arrive pas. Donc, je vous dis, n'hésitez pas à m'écrire réellement sur Facebook. C'est vrai que je ne regarde pas trop mon Instagram, mais écrivez lorsque je regarde, je lis et je réponds toujours. Donc, n'hésitez pas si vous avez des conseils à demander, si vous voulez des astuces sur le marketing, sur comment vendre votre produit, sur comment adapter votre personnalité avec votre projet, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Facebook, Instagram et à suivre l'émission sur YouTube en rediffusée. Je suis ravie, je vous dis merci et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye! On va dire merci à Larissa Boaikao pour cette prise de parole qui plante véritablement le décor pour ouvrir le débat sur le plateau. Je rappelle pour tous ceux qui nous prennent à l'instant, c'est le rendez-vous des entrepreneurs. C'est tous les mercredis lorsqu'il est 17 h en direct de TR24. Nous nous excusons déjà pour les petits soucis que vous avez pu observer tout à l'heure. Ce sont des soucis liés à l'énergie électrique, on ne le dira pas assez. On a tellement de problèmes d'énergie électrique qu'il est difficile de pouvoir évoluer. Donc, il n'y a pas que la malchance comme facteur explicatif de l'échec entrepreneurial, mais le manque de lumière, pour parler prosaïquement, peut également être un gros handicap pour les entreprises qui veulent se développer. Qu'à cela ne tienne, nous sommes bel et bien là, fidèles au poste, prêts à discuter avec vous autour de la thématique que nous avons choisi cet après-midi, je rappelle, pour ceux qui nous prennent à l'instant, la malchance aux poisses, facteur explicatif de l'échec entrepreneurial. Autrement dit, peut-on considérer la malchance ou la poisse comme des éléments qui peuvent conduire à l'échec d'un projet entrepreneurial? Vous voulez participer à l'émission, c'est simple, envoyez vos contributions via le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Mais tout de suite maintenant, mesdames et messieurs, sont bien installés sur le plateau nos deux invités. À ma gauche, c'est le docteur Ngengang Ndwangla Serge. Voilà. Je peux faire aller doucement pour ne pas écorcher le nom. Le docteur Ngengang Ndwangla Serge. Il faut dire qu'il est médecin neuroéducateur, développeur et agrégateur des outils transformationnels de pointe pour la santé, le bien-être, mais surtout la croissance financière. Parce que lorsque j'ai annoncé cette émission, certains m'ont demandé que peut bien faire un médecin sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs. Il faut dire qu'il est l'auteur d'un e-book intitulé « Chasser la poisse scientifiquement et exploser chasser la poisse scientifiquement, voilà, et exploser financièrement ». Donc vous voyez qu'il a toute la légitimité d'être sur le plateau cet après-midi. Alors, docteur Ngengang, bonsoir et bienvenue sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs. Merci, bonsoir et bonsoir aux millions de téléspectateurs. Vous confirmez bien sûr que vous avez la légitimité d'être des nôtres cet après-midi? Oui, Oui. on a quand même fait ses classes en termes
Oui. en termes de péripéties. Et on sait dire, on sait presque un ou deux mots en ce qui concerne quelques principes, quelques repères pour réussir son projet entrepreneurial. Donc on peut dire, vous êtes docteur, mais en parallèle, vous avez été entrepreneur, c'est ça? Oui, depuis 2012, je suis en train de, parce que je suis déjà dans ma pratique quotidienne, je suis dans mon compte. Oui. Je suis en pratique libérale, tout cela dans pour le marketing, par le neuromarketing. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, mesdames, messieurs, merci d'être là. Nous allons définitivement entrer dans les échanges. Et je vais commencer par lire un petit extrait de votre e-book, Dr Nkegan. Vous dites notre vie est soumise à plusieurs aléas. Lorsqu'une bonne chose nous arrive, nous la rangeons dans le compte de la bonne étoile ou de la bonne fortune. C'est la chance, c'est la grâce. À l'opposé, lorsqu'une mauvaise chose survient, nous nous emportons, nous endossons le costume de la mauvaise humeur, nous adoptons la mine d'enterrement, nous classons cela dans les rangs de la poisse, de la malédiction. Et vous posez les questions de savoir, qu'est-ce que la poisse? Est-ce que la cause de toutes nos mésaventures? Est-ce la cause de toutes nos mésaventures? Peut-on s'en débarrasser? Etc., etc. Alors, vous croyez à la poisse, c'est ça? La malchance, la poisse. On commence comme ça directement.
très belle façon de commencer. Je vais dire quelque chose que vous savez. Notre vie est une entreprise. Ta vie est une entreprise. Et dans une entreprise, le premier projet, c'est vous. Et dans votre équipe, la ressource la plus importante, c'est l'humain. Dans l'introduction de Larissa, elle a évoqué le facteur qui voudrait que souvent, en fonction des personnes qu'on a avec soi, que ce soit dans la vie de chaque jour, qui n'est même pas forcément dans une entreprise, on peut avoir des manifestations pas très courantes. Vous avez un business que vous menez, bien une activité que vous menez, vous avez quelqu'un qui la rejoint et puis les choses semblent plus bien données. Et puis à l'inverse, c'est aussi vrai. C'est-à-dire que subitement, les gens rejoignent votre projet et puis ça booste. Tout a tendance à exploser. Donc, c'est des réalités que nous observons et pour lesquelles on a souvent tendance, bon, moi je suis scientifique à la base, lorsque nous ne pouvons pas expliquer ça scientifiquement et que l'homme religieux aussi, puisque c'est souvent ça, il y a des questions qui sont frontières, pas de borderline. Lorsque le scientifique n'arrive pas à expliquer, que le religieux n'arrive pas à expliquer, c'est le terrain de prédilection de beaucoup d'aventuriers. Les charlatans. Voilà, donc c'est une réalité. Alors l'idée pour nous, c'est d'apporter un peu d'intelligibilité dedans. Il y a de la compréhension dans ces phénomènes. Et que la poisse ou bien ces phénomènes pas toujours évidents, n'est-ce pas, ont une réalité scientifique. Il y a une compréhension derrière. Et pour répondre tout de suite à la question, c'est que la poisse... Vous y croyez? La poisse comme concept, tel que expliqué par les gens, correspond scientifiquement à ce que nous appelons l'inversion de polarité. C'est-à-dire que vous, en tant qu'individu, vous êtes comme un instrument qu'on appelle l'aimant. L'aimant a deux faces. Vous avez, pourquoi dit deux faces? C'est deux pôles. Vous avez le pôle nord et le pôle sud. Tout comme une pile a deux pôles, le plus et le moins. Alors, c'est clair que si vous ramenez deux pôles, les deux pôles semblables d'un aimant, ils vont se repousser. Ok. Alors la question c'est maintenant de savoir sur l'être humain, qu'est-ce qui représente le pôle nord et qu'est-ce qui représente le pôle sud. Pour qu'effectivement, lorsque vous attendez quelque chose, ça vous trouve en position de réception. Voilà. Donc, scientifiquement parlant, la poisse, telle que vécue, telle que décrite par les gens, est une réalité. Et ça s'appelle, pour faire tout à fait simple, inversion de polarité. Lorsque vous allez mettre deux pôles nord ensemble, il y aura répulsion. Vous imaginez que si vous attendez 1 million de francs CFA et que vous êtes en inversion de polarité, ça ne viendra pas. Très bien. Alors, on va une fois de plus s'excuser à tous ceux qui nous regardent à l'instant pour les soucis techniques que nous observons cet après-midi. Ces aléas, c'est des choses qui arrivent, mais je vous rassure que toute l'équipe est mobilisée pour que tout se passe bien. Et j'espère que ça va de mieux en mieux. Continuez à nous envoyer, à nous faire des feedbacks, ça nous permet de corriger tous les aléas que nous observons ici. Alors, Tatiana, si nous en parlons, ça signifie que ça existe. Et même dans nos langues nationales ou maternelles, comme certains le disent, il y a des expressions consacrées. On parle de ndo, on parle de ndoutou, lorsqu'on veut parler de malchance. Alors, ça veut dire que c'est une réalité. Même si on va au-delà du domaine scientifique, même paranormal et autres, la malchance, c'est une réalité. Vous y croyez? Bon, je ne sais pas si on va dire que j'y crois. Hein. Je vous raconte deux petites anecdotes. Nous aimons les anecdotes. Moi, je suis du centre, donc je suis de la Léquier. Et donc, quand moi j'étais petite, ma grand-mère, quand on portait l'habit en l'envers, elle disait... Ça veut dire que tu auras l'argent aujourd'hui. Et je vous rassure que depuis que je suis petite, chaque fois que j'ai porté l'habit en l'envers, j'ai eu l'argent. Et de même, quand elle nous disait, si tu cognes ton pied droit, c'est la chance. Si tu cognes ton pied gauche, c'est la malchance. Ça veut dire, quand tu sors le matin et que tu cognes ton pied droit, ça veut dire que tu auras une belle journée. Et si tu cognes ton pied gauche, ça veut dire que la journée ne sera pas bonne. Il faut donc prier pour que, voilà, la journée, ce qui était mauvais là ne se produise pas. Donc, je ne sais pas si, comment on va dire ça, ça agit sur le subconscient et ça se matérialise parce que d'habitude, moi je crois, j'ai fait un peu de développement personnel et j'y crois. Et je me dis qu'on attire à nous tout ce qu'on pense, tout ce qu'on visualise et tout ça, voilà. Donc, je ne sais pas si la chance existe ou autre, mais moi je pense que je crois au fait qu'on peut avoir une bonne fortune comme une mauvaise fortune de temps en temps. Voilà. On va revenir au docteur scientifiquement. Le docteur pense que
le phénomène de malchance ou chance peut exister. Et il a même commis tout un ouvrage là-dessus. Maintenant, la deuxième question, c'était de savoir qu'est-ce qu'on entend même véritablement même par la poisse, et est-ce qu'on peut se soustraire à cela? Si oui, comment? Alors, tout à l'heure, elle a décrit, vous attendez quelque chose, vous avez un projet, vous avez des attentes, vous êtes en train de mener une activité, et normalement, n'est-ce pas, vous faites un peu comme ce que tout le monde fait. Vous sortez de chez vous le matin, vous allez, vous revenez, et vous êtes censé obtenir, je ne sais pas moi, votre quittance quotidienne. Il y a des personnes qui sont capables de prendre de l'eau et d'en faire du diamant. Pendant qu'il y a des personnes qui ont de l'or entre les mains, et puis ça, parce qu'il se passe. Donc ça, c'est concrètement une réalité. Donc je disais tout à l'heure que dans un projet entrepreneurial, la première ressource, c'est vous. Il est bon, il est très important. Alors cette connaissance est, je pense, de mon point de vue, et c'est là où l'éducation doit faire véritablement ce qu'on appelle son aggiornamento, c'est sa mise à jour, pour commencer par ce par quoi il fallait commencer. Cette connaissance est aussi importante que de savoir que si je laisse mon téléphone, n'est-ce pas, cet auteur, il tombe, il se casse. Il va se casser. C'est aussi important que ça. Donc, de savoir que l'individu a une polarité et que je dois m'assurer en permanence que cette polarité est en ordre. C'est-à-dire, le savoir c'est bien, ne pas le savoir, ça ne nous empêche pas de subir les conséquences de cette ignorance-là. On ne se jette pas d'un quatrième étage en espérant atterrir en bonne santé. En bonne santé, en bon état. Donc, ça c'est une réalité. Donc, pour nous, lorsque l'individu qui entreprend n'a pas pris le soin de vérifier, de notre point de vue, c'est pour ça qu'on a mis le e-book, parce que c'est une démarche, il n'a pas pris le soin de vérifier sa polarité, il n'a pas pris le soin de vérifier son intégration. L'intégration, c'est un autre exercice qui permet de vérifier de ce que j'entends, de ce que j'espère de mes entreprises, quel est le pourcentage de ce que je peux recevoir. Par exemple, vous avez un projet, je prends l'exemple pour expliquer l'intégration, vous avez un projet qui nécessite, d'après votre business plan, $1 million, ok? Et puis vous êtes en restructuration. Alors vous demandez à un frère ou à un banquier qu'il vous finance. Il se trouve que le banquier arrive et fait son audit financier, technique, technologique et même managériel. Il se rend compte que vous n'êtes pas capable d'absorber les 1 million. Il va vous envoyer 200 000 parce qu'il estime que voilà ce que vous méritez. Alors vous vouliez 1 million, mais vous n'obtenez que 200 000. Ce qui est sûr, vous avez peut-être, vous aurez avec les 200 000 de quoi nourrir votre famille, mais vous ne serez pas en position d'exploser, n'est-ce pas? Et ça donne souvent des choses qu'on connaît. Vous avez quelqu'un qui semble vivre bien, la famille pense qu'il vit trop bien, et pourtant il aurait aimé avoir plus pour aider davantage. Donc on a ces deux tests-là, la polarité, l'intégration, et puis sachez que la personne qui entreprend n'est pas coupée de sa vie passée. Vous êtes le fruit d'un processus, d'un parcours. Et ce que nous appelons malchance et autres est la conséquence d'une identité qui s'est construite dans le e-book que je prends selon notre... On va revenir là-dessus. Le temps pour moi de poser cette question à Tatiana, qui tout à l'heure a parlé de certains éléments que certains pourraient ranger dans la catégorie de la superstition. Oui. Mais on voit lorsque des personnes lancent ou engagent des projets entrepreneuriaux, inviter des hommes de Dieu pour bénir, faire des prières de purification, question de chasser la malchance ou alors les esprits qui peuvent empêcher que le projet se fructifie. D'autres vont un peu plus loin, ils ont recours à des objets. Dans certaines entreprises, on vous dit qu'il y a des endroits sacrés, d'autres marchent avec des pierres dans la poche. En fait, il y a un ensemble de gris-gris là, des petites choses d'autres ont le jujube, etc. Vraiment, si on énumère tous ces éléments-là. Alors, est-ce que vous croyez vous qui avez parlé de superstition tout à l'heure, est-ce que ces éléments-là ont un impact ou alors un rôle dans tout ce qu'on est en train de discuter, chance, malchance, ces objets dont certaines personnes sont accrochées, d'autres c'est leur croix, d'autres c'est leur crucifix, d'autres c'est le chapelet. Oui, c'est un peu ça la question, hein, vraiment. Oui, j'ai compris. En fait, c'est que je me suis sentie un peu concernée par rapport à la croix. Oui, parce que oui, voilà. Donc, par rapport aux superstitions et autres, moi, je pense que de manière générale, d'habitude, on nous a appris ça, en fait, hein,
que l'homme, c'est le physique et le spirituel. Ouais. Alors, on ne peut pas dissocier le physique et le spirituel. Moi, je ne pense pas, puisqu'on dit que c'est ça qui fait une entité. Donc, si d'autres personnes ont des croyances, moi, je pense que ça dépend de la force, du pouvoir qu'on donne à son objet ou autre chose qui détermine notre croyance. Donc, de façon générale, d'autres personnes, ça peut marcher. Je vous ai dit, ça commence d'abord par ce qu'on pense. Si nous sommes convaincus que ce micro nous porte chance, vous allez voir qu'il y a certains jours où il vous porte chance. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez une infime conviction que ça va vous porter chance. Moi, je pense que c'est ça aussi. Et maintenant, par rapport aux objets et autres, moi, je pense qu'on devrait aussi savoir que nous sommes dans un environnement africain. Nous sommes des Africains. Il y a des personnes qui croient en ci, en ça et tout ça. On ne va pas les juger, c'est normal. Chacun fait de sa croyance, je pense, ce qu'il pense et tout. Moi, j'ai ma croyance et tout ça. Donc, ça, je ne peux pas vraiment juger dessus et autres. Mais pour moi, par rapport au sujet qui nous réunit aujourd'hui, je pense qu'en entrepreneuriat, il faut un peu de chance. Moi, je prends l'exemple sur moi. Lors de nos débuts, quand on a commencé l'entreprise et autres, je ne peux pas vous dire qu'on s'est levé un beau matin, on a monté un projet, parce qu'en fait, d'autres personnes se disent qu'on a le projet en béton, mais non. Parce que dès que tu penses à une idée, il faut un peu faire un tour sur Google. On va constater que 20, 30, 100 personnes ont la même idée et ont même commencé à développer, ils ont abandonné. Nous, on est juste venus en fait avec la même idée. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel. Moi, je dis souvent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout se crée, tout s'améliore et tout ça. Donc, la chance, oui, je peux dire qu'elle a beaucoup joué dans ce qu'on a fait, dans ce qu'on a construit. Pourquoi? Parce qu'il y a des jours où on s'est levé, on a rencontré quelqu'un qu'on ne savait pas qu'on allait rencontrer. On a eu une opportunité, une piste qu'on n'avait pas et tout ça. C'était pas planifié, on n'avait pas un canevas. Il n'y a pas de canevas en fait qu'on nous dit, voilà, il faut aller ici, on va trouver le client. Il faut aller ici, on va trouver l'opportunité et tout ça. Non, moi je pense pas. Et c'est la même chose que lors de l'événement qu'on a organisé l'année dernière. On a organisé l'événement vraiment même en septembre, en octobre, on ne savait pas encore comment on va faire. Donc on se disait, ben, ça va sortir d'où là? Je leur disais, attendez, ça va venir, il faut rester tranquille. Pourquoi? Parce que moi je crois à ce que je fais et je me dis, voilà, ça va marcher forcément. Et à la dernière minute, tout s'est décanté. Nous-mêmes, on ne peut pas dire exactement ce qui s'est passé et tout. Même mes collaborateurs, quand on a fait la réunion après et tout, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui a même fait en sorte que ça marche et tout ça? On n'avait pas de solution miracle. Pourquoi? Parce que même cette année, on recommence à tout faire et tout, on n'a pas la solution. Donc moi, je me dis que voilà, il y a un peu de chance, mais on ne devrait pas oublier aussi qu'il y a le travail, il y a la détermination, il y a également l'ambition. Donc voilà, tout ça. Je rappelle à vous à la maison, ne soyez pas des spectateurs passifs, vous avez la possibilité de participer à l'émission. Envoyez-nous simplement un message via le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran, un message classique, un texto, ou alors via WhatsApp. Donc, posez des questions. Nous avons le docteur Ngega, nous avons Tatiana Bimoga. Posez-leur toutes les questions qui vous viennent en tête. Alors, docteur, le scientisme, vous êtes un scientifique, ça vous impose des contraintes. Et lorsque j'ai lu votre e-book et lorsque je vous ai écouté, vous semblez réfuter la dimension, je ne veux pas dire paranormale, ou alors occulter la dimension africaine. De la notion de malchance. Et lorsque je vous lis, vous parlez, votre raisonnement est scientifique, comme vous le dites, chasser la poisse scientifiquement. Est-ce à dire que ceux qui croient au gris-gris et autres qui vont faire des bains pour avoir la chance, comme ce n'est pas scientifique, ça n'a pas de valeur? Nous sommes africains, Tatiana l'a bien rappelé, nous sommes dans un contexte qui obéit à un certain nombre de réalités. Oui, monsieur Armstrong Lombardi. Oui. Nous disons aujourd'hui que la science est le langage contemporain du mysticisme. C'est-à-dire que ce qu'on faisait avant sans pouvoir donner les éléments de compréhension, d'intelligibilité, on appelle ça mysticisme. Maintenant, dès qu'on y met un peu de 1 plus 1 égale 2, ça paraît scientifique. Ce que nous disons simplement, c'est que certaines choses, lorsqu'on n'est pas capable de les expliquer, sont rangées dans le domaine de... Ouais, quand c'est pas rationnel. Même cet ouvrage, quand vous le lisez, vous l'appelez scientifique, vous avez l'impression que ça, les morceaux se tiennent. Ouais. Il y a d'autres, dès qu'ils lisent le titre, ils te bloquent sur WhatsApp. Parce que ça fait bizarre, ok? Alors, on va se le dire. Dire ce qu'on dit n'empêche pas de travailler, de réfléchir, de se former, d'avoir des compétences techniques.
Mais nous savons que seules les compétences techniques ne suffisent pas. Encore que, quand on parle de connaissances, il y a des connaissances de divers ordres. Celle-ci est une autre connaissance. Quand vous parlez de réfuter, est-ce que vous savez que, par exemple, la connaissance dont on parle est énergie? Lorsque vous commencez à apprendre quelque chose qui est immatériel, cela se manifeste par une construction dans votre cerveau. On se comprend? C'est que votre cerveau se modifie, se réarchitecture sur la base de cette connaissance que vous avez apprise. Et donc, du coup, il se trouve que si vous êtes, par exemple, le fruit de ce que vous avez vu, vécu, entendu, n'est-ce pas? Il y a eu des traces dans votre architecture neurologique. Les gens dont on vous a donné les noms, ça vous savez. Ouais. J'ai pas besoin de sortir de Harvard pour vous le dire, qu'on ne donne pas n'importe quel nom à un enfant. Absolument. Ça, simplement, la science n'est pas simplement biomédicale, elle est aussi sociale. Pas de science, c'est-à-dire l'observation d'un phénomène permet de conclure, d'aboutir à des conclusions tout à fait reproductibles et tout à fait scientifiques. Donc, donner un nom à un enfant a une implication sur la vie de cet enfant. Donc, vous voulez être entrepreneur aujourd'hui. Il est question, quand vous parlez, pour revenir sur le livre, de regarder quelle est votre identité actuelle, quel est votre caractère. Et un ensemble de caractères que vous avez aujourd'hui qui vous empêche complètement de réussir quoi que ce soit. Vous voyez quelqu'un qui a un manque d'estime personnelle parce que violé dans l'enfance. Okay? Et dans ce viol, par exemple, on a la maman qui était censée la protéger, qui a protégé plutôt le bourreau. Quel bourreau étant son nouveau mari, dont elle ne peut pas se séparer parce qu'il lui a su la pitance. Cet enfant qui a subi le traumatisme du viol et qui a en plus subi le traumatisme du rejet par sa maman de la non-protection, tant qu'elle n'a pas éliminé ça, demain, si elle veut devenir une grande entrepreneur, montez, vous descendez, tant qu'elle n'a pas décidé ça, elle ne va nulle part. Donc, ce que vous faites dans le travail, vous appelez scientifique pour nous, on va regarder deux choses. La polarité pour regarder si, régulièrement, n'est-ce pas, elle est bien. L'intégration, elle parlait tout à l'heure des dimensions de l'être humain. Dans le test d'intégration, vous allez vérifier le niveau d'intégration du corps, de l'âme et de l'esprit. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Toutes les religions vous disent l'être humain, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Et en fonction du niveau d'intégration de ces trois dimensions, qui se vérifie simplement par le test, n'est-ce pas, le test du système d'information de l'organisme. Bon, là, on va encore revenir parce que je ne peux pas tout de suite. Donc, ce sont des éléments que nous vérifions, la polarité, l'intégration. On vérifie dans votre vécu, n'est-ce pas, des plaies et des blessures émotionnelles qui peuvent vous interdire toute capacité à être entrepreneur ou simplement à être une bonne femme, à être un bon mari, à être un bon collègue, un bon collaborateur, ou à des personnes que vous embauchez qui sont colorées, qui vont pour leur du travail. Allez chercher parfois dans leur construit depuis tout petit. Et le travail que nous faisons à travers cet ouvrage, c'est de vraiment aller en profondeur dans le diagnostic de l'identité de l'être humain de la personne, n'est-ce pas, et de le disposer à l'entrepreneuriat ou à un projet entrepreneurial. Merci, docteur. Alors, si on retient quelque chose de ce que le docteur vient de dire, finalement, la malchance, c'est un construit, alors bien c'est une idée qu'on s'est fait soi-même, parce que moi, je suis toujours le porte-voix du peuple. Hein. Généralement, on entend tout ce que je fais ne marche pas. Je suis déjà à mon 5e projet, ça ne marche pas. J'ai la malchance, on m'a attaché au village. Peut-être le voisin du quartier, le voisin d'à côté utilisait les écorces. Ce sont des réalités. Oui. Alors, cette personne qui a déjà fait une fixation que c'est la malchance, qu'est-ce que vous répondez à cette personne-là, hein? Est-ce qu'un parcours professionnel chaotique peut être lié à la poisse, par exemple, ou à la malchance, ou alors c'est quoi, on va dire quoi, ce sont les autres qui sont responsables? Ok. Pour moi, je voudrais qu'on retienne quelque chose. L'homme est perfectible, il n'est pas parfait. En conclusion, les maux de la société existent, c'est clair. On a la jalousie qui existe de façon normale. On n'a pas besoin de l'expliquer comme déjà d'abord la sorcellerie, mais la jalousie existe. Je peux voir quelqu'un, il a ci que moi je n'ai pas. Et je me sens un peu frustrée par rapport à ça. C'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à voir ces événements malheureux un peu qui se passent un peu de partout.
d'aucuns qualifieraient ça de sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'on estime que c'est noir. Donc, on dit dans le monde, je prends un peu chez les Chinois, on dit, il y a le yin, il y a le yang. Ça veut dire qu'il y a la lumière et il y a le noir. Conclusion, le noir existe. Et nous sommes tous des pécheurs. Donc, conclusion, on pêche quand même au quotidien. Donc, pourquoi on va enlever le fait que quelqu'un puisse te faire du mal? Pourquoi? Parce que l'homme fait du mal parfois volontairement et involontairement à son voisin. Donc, c'est possible que d'autres personnes portent des bagages, en fait, qui peuvent être ancestraux, comme on a dit. D'autres personnes qui portent des bagages aussi par rapport à leur vécu. Ça veut dire, on ne sait jamais quand on fait du mal à quelqu'un. Je prends un exemple. Moi, je peux poser la bouteille ici. Et quelqu'un d'autre vient la déplacer et la pose là. Lui, il voit ça comme un geste anodin. Et moi, je prends ça très mal. Et j'en veux à la personne. Au point où la personne ne sait même pas, en fait, à quel point je suis énervée par rapport à ça. Et ça peut pousser dans l'énervement, dans la jalousie, des trucs comme ça. Certaines personnes à faire des choses malheureuses. Donc, si quelqu'un dit qu'il a un poids et tout ça, je pense que ça peut être possible. Moi, je ne vais pas dire que c'est faux. Pourquoi? Parce que si même à l'église on fait l'exorcisme, ça veut dire que ça existe quand même. Ça existe quand même. Ça veut dire que les mauvais esprits existent. Ça veut dire si on croit à Dieu, on croit forcément au mal. Donc ça existe. Donc je ne peux pas dire que c'est pas vrai. Si on fait des bains, si des gens font des bains, font des rites et tout ça, même dans des villages, même sans parler de sorcellerie, je pense bien qu'il y a des villages qui le font de naturel. En fait, c'est quoi? C'est leur coutume et tout ça. Donc, on ne va pas leur dire qu'ils ne doivent pas le faire. Pourquoi? Parce que on ne peut pas juger, en fait, du niveau de spiritualité de l'autre. Moi, je pense. On ne peut pas juger de ça. Donc, des personnes qui font du mal, ça existe. Des personnes qui font également du bien, ça existe. Donc, tout ça, on vit chacun avec. Nous avons un peu de bien, on a un peu de mal aussi, parfois. On doit jouer avec tout ça. Donc, ces personnes, si on se dit que, voilà, on ressent un poids, on ressent peut-être un fardeau qui nous empêche d'avancer. C'est comme le cas de la demoiselle, l'exemple qu'il a pris qu'une demoiselle qui peut avoir été violée et tout ça. C'est un poids, en fait, qui peut se transformer dans l'avenir. Quelqu'un va croire que c'est la sorcellerie et tout, mais ça peut être juste moral aussi. Ouais. Ça veut dire on a des limitations qu'on se crée nous-mêmes, ou bien que d'autres personnes ont créé dans nos vies, qui nous empêchent en fait parfois d'atteindre certains objectifs. Et là, on peut appeler ça malchance. Oui, ça peut être une malchance. Pourquoi? Parce qu'on a toujours le choix. On peut faire un mauvais choix qui devient une malchance demain, comme on peut faire un bon choix qui devient une chance demain. Moi, je pense. Donc, voilà. Docteur Guégan, on va rentrer dans votre e-book. Il faut dire que c'est le fil conducteur de notre débat de cet après-midi. Alors, je vais sur la partie où vous dites quelques questions pour toi. Est-ce que tu te demandes en ce moment, je sais bien ça, c'est 12 points. Je vais le lire, on va commenter derrière. Pourquoi ton business ne marche pas? Combien de fois tu as entrepris des choses qui ont échoué? Combien d'experts t'ont accompagné et tu ne décolles toujours pas? Pourquoi tes affaires démarrent puis s'arrêtent? Pourquoi tu es toujours celui qu'on paye en dessous de sa capacité, tandis que moins qualifié que toi touche gros et roule carrosse? Combien de fois tu as été à deux doigts de saisir une opportunité ou de valider une entrée d'argent et à la dernière minute tout s'écroule et te file entre les doigts? Pourquoi tu livres tes produits et rends des services, mais ce sont tes paiements qu'on maltraite, tandis que les autres sont payés spontanément? Pourquoi autour de toi certains vendent de l'eau et lèvent des immeubles, tandis que toi, tu as entre les mains le diamant, mais tu tournes en rond? Pourquoi les choses que tout le monde fait de façon simple, à ton tour, tu vas de complication en complication? Combien de fois as-tu emprunté de l'argent pour le business et tu n'arrives pas à rembourser? Combien de banques t'ont fiché comme insolvable? Tu as un business qui peut générer des chiffres explosifs, mais pourquoi tes résultats piétinent? Les charges t'écrasent, le bailleur est nerveux, l'école menace de renvoyer les enfants. Tout ça te donne le mal des nerfs. Et vous concluez en disant, si ceci ressemble à ton quotidien, alors tu peux te dire, comme beaucoup de gens, j'ai la poisse, j'ai trop de malchance. Et maintenant, comment te sentirais-tu si dès aujourd'hui tu avais accès à une solution testée et éprouvée, et vous précisez, scientifiquement validée contre le facteur poisse et qui te permet d'en finir avec toutes tes frustrations? La vérité, alors... Je vous coupe d'abord. Oui. Quand j'ai lu cette partie, je vous assure, je me suis reconnu au moins sur plusieurs points. Et je vous assure que pendant longtemps, moi-même j'ai cru à la poisse et à la malchance. Et c'est la raison pour laquelle j'ai couru pour voir
les propositions qui devaient suivre pour voir véritablement si j'ai la poisse ou pas. Je vous redonne la parole. Oui, en effet. Oui, là, je décris un phénomène tel que les gens le vivent. Oui. Des mots M-O-T-S, oui. décrit des mots M-A-U-X. C'est ce que les gens vivent. Et s'ils appellent ça la poisse, ça ressemble à quelque chose que l'on peut expérimenter d'un point de vue scientifique par la répulsion de ce que l'on attend. Maintenant, la personne qui repousse, bien qu'il n'obtient pas ce qu'il attend, notre approche, nous, consiste à faire le diagnostic de l'individu. Et cela part très loin. Je vais commencer par vous dire, vous, l'individu, êtes le résultat de trois entités. C'est-à-dire que l'héritage de vos parents, c'est-à-dire que d'où vous venez, parents, grands-parents, ancêtres, ok. Il y a un matériau et une énergie qui va avec, on se comprend. Il y a un matériau, c'est de l'ADN, une énergie qui va avec. Il y a l'héritage de... Il y a ce que vous avez eu de ce que des personnes qui dont on vous a donné le nom. On vous donne le nom de quelqu'un, vous emportez avec vous une partie de cette personne. Les personnes avec qui vous êtes chaque jour, n'est-ce pas? Il y a des énergies qui sont récupérées. Et puis enfin, il y a ce que vous avez développé par votre vécu, n'est-ce pas? Passé la petite enfance où vous avez été influencé par vos parents, moulé par vos parents. À un moment donné, vous commencez à faire vos propres choix. Et ces propres choix ont des conséquences. C'est ce tout qui fait de vous ce que vous êtes à un moment donné de votre vie. Et décrit, c'est-à-dire que vous créez un caractère, lequel caractère peut être favorable ou défavorable à vos projets et à votre évolution. Vous voyez que l'approche, elle est intégrale. Oui. Et elle-même intégrative. Donc, lorsque vous avez pris ces différentes dimensions, c'est votre responsabilité dans votre caractère et l'impact cela sur votre vie, ça peut se vérifier ça aussi. Donc, voilà les outils avec lesquels nous travaillons. Et puisque ça s'appuie sur deux sciences très intéressantes qui donnent vraiment le pouvoir, pas besoin de les maîtriser comme un scientifique, qui est cette science qui dit que le cerveau a la capacité de se remodeler, de se réarchitecturer. Un cerveau qui est le fruit d'un vécu, d'un construit, d'un certain moment de votre vie et qui produit certains types de résultats, vous pouvez le réarchitecturer sur la base d'une certaine connaissance, de certains outils qui vous permettent d'avoir une nouvelle structure cérébrale. Et ce que nous disons en la matière, c'est ce que construit cette idée qui s'enracine généralement dans certains esprits au point où des personnes ne vivent que des personnes qui deviennent dépendantes. Et c'est où entrent en jeu donc des charlatans et autres vendeurs d'illusions et autres qui proposent des solutions parfois tombées du ciel pour pouvoir vous sauver de la malchance ou de la chance. Mais avant cela, nous avons reçu quelques réactions. Nous avons César qui dit, très bon thème. D'un, l'échec est une vertu parce qu'il est le seul moyen d'arriver au succès. L'échec est une vertu parce qu'il fait partie des preuves qu'on a essayées. 2. La malchance ou poisse n'est qu'une croyance. De toute façon, peu importe ce qu'on pense, on a raison. Donc, à mon avis, l'échec n'existe pas. Nous avons que des résultats. Une seule façon de comprendre les résultats, j'ai appris. J'espère que mon résumé n'est pas trop simplifié. Merci déjà pour votre contribution. Nous avons encore un autre message. Voilà. Bonsoir à tout le panel. À en croire le docteur Nguégan, la poisse est explicable scientifiquement et en l'occurrence dans les projets des entrepreneurs. En partant de ce postulat, je voudrais savoir comment un entrepreneur procéderait pour connaître sa polarité actuelle. Est-ce que l'auteur, qu'est le docteur Nguégan, a développé des mécanismes de suivi de patients comme dans toutes les pathologies classiques des hôpitaux? Si oui, comment cela se passerait? Frank Wilson, Tafak. Mais avant cela, je vais d'abord permettre à Tatiana de réagir à la première intervention. Il pense que la malchance, c'est une croyance. Bon, je l'ai dit précédemment, ça pourrait être une croyance. Pourquoi? J'ai dit, on a en développement personnel une loi qu'on appelle la loi de l'attraction. Alors, la loi de l'attraction dit ceci. Tout ce qu'on pense, en fait, on attire à nous ce qu'on pense, ce qu'on visualise, ce qu'on matérialise. Donc, moi, je pense que, en clair, on devrait se faire accompagner
on a des coachs. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient un métier un peu où tout le monde en fouille et tout ça. Coach personnel. Oui, voilà. Il y a des fouillis et tout, voilà. Mais c'est important parfois pour certaines personnes, pardon, de se faire accompagner par ces coachs-là, parce qu'il y en a des vrais aussi, qui peuvent les aider à dépasser leurs limites, leurs croyances limitantes aussi. Et également, si à la fin, vous voyez que bon, vous avez déjà dépassé certaines étapes et tout, vous pouvez maintenant rentrer au village comme certains disent de façon courante. Mais moi, je pense que pour réussir dans l'entrepreneuriat, ça vient avec l'expérience aussi et savoir saisir l'opportunité. Parce que l'opportunité, elle est devant nous. Il faut juste la voir. Si on n'arrive pas à la voir, là, on va se dire que oui, on est peut-être dans la chance. Moi, je prends l'exemple. Il y a des personnes qui ont fait de l'entrepreneuriat pendant 10 ans, 12 ans. 15 ans, ils ne sont pas devenus riches. Parce que d'autres pensent que l'entrepreneuriat peut-être c'est devenir riche et tout. D'autres ne sont pas devenus riches. Mais il y a d'autres personnes qui ont fait l'entrepreneuriat 1 an, 2 ans, boum, ça a pris. Est-ce que ça veut dire que l'autre personne est malchanceux et que l'autre est chanceux? Est-ce que ça veut dire que les deux ne travaillent pas? Non, les deux peuvent travailler. L'autre peut même travailler plus que le deuxième. Mais ils n'ont pas la même, on va dire quoi? Ils n'abordent pas le monde de la même façon. Moi, je pense que c'est ça aussi. Peut-être c'est ça qui pourrait se rapprocher un peu de la malchance. Mais bon, voilà. Moi, j'ouvre le débat. Hein. J'ouvre le débat. Alors, comment connaître sa polarité? C'est vous qui avez développé ce concept. Oui, en effet. Pour abonder dans son sens d'abord. Je le dis. Réagir. Aller au village n'est pas moins scientifique. N'est pas? N'est pas moins scientifique, voilà. oui. Parce que votre identité, c'est le fruit de 3 choses. L'hériter, le récupérer et l'acquis, c'est-à-dire que ce que j'ai fait. Donc vous n'êtes pas entier si vous ne tenez pas compte de la partie héritée. Et votre héritage, c'est vos racines. Donc, il est bon. Quand je le dis, ok, c'est tout à fait scientifique. Et comme je parlais d'énergie, il y a un matériau et une énergie qui va avec. Quand je dis ça, ce n'est plus mon domaine. Je dis seulement que de façon principielle. Par principe, c'est quelque chose qui ne fait pas l'objet de, n'est-ce pas, voilà. C'est clair. Bien. Donc, parlant de la polarité, sachez-le, je vais commencer un peu pour planter le décor. Oui. Pour tester la polarité, nous interrogeons le système d'information de l'organisme. L'organisme est un système d'information. C'est l'un des mots-clés qu'il faut retenir. L'organisme est un système d'information. Le système d'information de l'organisme est fait de... L'un des éléments pour apprécier ça, c'est par exemple la structure de notre cerveau. Voyez-vous l'architecture, c'est-à-dire que les connexions, les connexions dans notre cerveau sont le fruit du développement embryonnaire, depuis le ventre de maman, les premières années de vie, et puis chaque jour, chaque fois qu'on apprend encore des gens, on apprend des choses, n'est-ce pas? Il se crée dans notre cerveau des connexions qui reflètent ce qu'on vient d'apprendre. Ce qui fait que quoi? Internet aujourd'hui que vous regardez avec beaucoup d'admiration ne fait que 100 000 milliards d'hyperliens, c'est-à-dire de connexions sur ces pages web. Les connexions des pages web s'appellent les hyperliens. Internet, le réseau Internet mondial, c'est 100 000 milliards. Le cerveau humain, tenez-vous tranquille, c'est entre 1 million de milliards de connexions et 4 millions de milliards de connexions. Donc, en parlant des systèmes d'information, Internet représente les arachides devant ce que vous avez en face de vous. C'est un système qui enregistre et stocke de l'information. Et cette information, c'est celle-là qui permet d'interagir avec le monde extérieur. Ok? Bien. Et je dis bien une fois de plus, ce système est donc, c'est dans votre identité qui est le résultat de ce qu'on a dit tout à l'heure, hérité, vécu et voilà. Ce système d'information est testé à partir d'un exercice musculaire. Ok? Je pose des questions. Nous posons des questions. Le nom de toute personne est la mélodie la plus douce des sons de l'univers. Wow. Le nom de toute personne est la mélodie la plus douce des sons de l'univers. Quand je vous appelle par votre nom, cas pratique. En principe, vous devez répondre. Réagir fort. Il y a des gens, Armstrong. En principe, il n'y a pas Armstrong dans ce corps à cet instant-là. Il n'y a pas Armstrong dans ce corps à cet instant-là. C'est-à-dire que si quelque chose vient vers Armstrong, ça ne le trouve pas, ça part. Le dernier test, c'est oui et non. La Bible dit qu'il faut que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Ok? Lorsque ton oui est testé faible, ça veut dire que tu n'es pas en position de réception. Donc les 3 tests qui permettent de vérifier la polarité, c'est la paume de main contre tête et paume de main face contre ciel. Le test de votre vrai nom, de votre faux nom.
Et ça nous est arrivé aux gens de faire des tests, de faire quelqu'un qui s'appelle Alain. Il est fait dès qu'on dit Cécile, il est fort. Il n'y a pas rien dans ce corps. Ok? Alors, ça c'est la mauvaise nouvelle, c'est qu'à ce moment, si quelque chose devait arriver, ça n'arrive pas. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas une situation immuable. N'est-ce pas? Et même si votre polarité est bonne à un moment donné, ne vous considérez pas comme quelqu'un qui est à l'abri, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement labile. Du coup, il y a des exercices qui sont basés sur, effectivement... Là, vous répondez à la deuxième partie de sa question, c'est ça? Oui. Est-ce que l'auteur a développé des mécanismes de suivi de patients comme dans toutes les pathologies classiques? Est-ce qu'on peut considérer ça déjà comme une pathologie? Alors, des gens qui croient à la malchance. Alors, si nous partons du fait que votre vie... Parce qu'ils sont nombreux, non, alors, si on part du fait que votre vie... C'est une maladie déjà. Si nous partons du fait que votre vie est une entreprise, oui. Et qu'à un moment donné, créateur d'entreprise ou pas, vous avez des entreprises, vous avez des projets personnels, oui. Pour lesquels vous souhaitez la réussite, il est bon de savoir quels sont vos paramètres, quelle est votre identité, quelles sont vos conditions à un moment donné. Donc, pour cela, effectivement, la réponse, elle est oui. Nous avons créé, n'est-ce pas, une fiche, des outils diagnostiques qui permettent d'évaluer, n'est-ce pas, avec un test de polarité, un test d'intégration. Et je dois dire, le résultat du test d'intégration, c'est en pourcentage, comme dans l'exemple tout à l'heure. OK? Alors, votre intégration peut être de 39%, de 40%, n'est-ce pas? On va revenir. Aujourd'hui, on a des phénomènes de burn-out, oui, de dépression, oui. de découragement. Ah oui. On ne va pas dire que la malchance n'est pas une pathologie. Hein? Il y a des personnes qui n'ont même plus le courage d'oser, qui n'arrivent plus à investir. Ça vous arrive sûrement. Bon. D'être proche de l'abandon, de dire, bon, vraiment mieux, je redeviens fonctionnaire ou alors je redeviens salarié, l'entrepreneuriat m'a dépassé. J'ai trop de malchance. Ah Ça finit toujours comme ça. Vraiment la malchance dans mes activités. Non. La seule chose que je peux dire, burn-out, oui, parce que je travaille trop, j'ai pas de temps. Parfois, je dis souvent que bon, je ne vis pas ma vie, c'est ma vie qui me vit en fait. Pourquoi? Parce que excès de travail et tout ça. Oui, mais pas forcément. Mais il y a plusieurs burn-out, pas seulement trop. Oui, bon, moi je pense de mon cas personnel. La dépression. La dépression, parce maintenant. Que ça ne marche pas comme on veut. Moi, je pense que quand ça ne marche pas comme on veut, pour moi, ce que j'applique la plupart du temps, c'est de me recentrer sur moi. Hein. J'essaye de me recentrer sur moi en mettant en avant les points positifs plus que les points négatifs. Et là, ça permet de rééquilibrer un peu le tout et de voir un peu plus clair. Parce qu'il faudrait savoir, si on a un chef d'entreprise et qu'on est déséquilibré, on ne peut pas prendre les solutions et les décisions qu'il faut. À certains moments, à la fin de la journée, au-delà du fait qu'on peut être maman, qu'on peut être une épouse pour quelqu'un et tout, une fille, une sœur et tout, à la fin également, on est responsable des personnes. Ça veut dire on est responsable de nos employés qui aussi sont des enfants des personnes, qui sont des pères, des mères, sont des frères, des sœurs et tout ça. Vous voyez, ça pèse beaucoup. Pourquoi? Si un chef d'entreprise n'arrive pas à prendre cette dimension, à comprendre que son employé est également un parent, est également un frère, un fils et tout ça, il ne peut pas comprendre en fait la pression qui repose sur la personne. Je vous prends un exemple. Quand la fin du mois arrive, on doit signer les salaires, vous voyez un peu. Et donc, que l'entreprise ait fait le chiffre, qu'on ait fait l'activité ou pas, c'est un devoir moral pour l'entrepreneur de savoir que ses employés sont des responsables aussi quelque part. Donc, ce genre de pression-là, si on ne sait pas comment la gérer au quotidien, en fait, réellement, on peut vraiment se perdre et arriver peut-être au découragement et tout ça. Parce qu'il y a d'autres personnes qui arrivent à ne plus voir du dessus. Il y a des moments où on s'est retrouvé, c'est vrai, même moi-même, je me suis retrouvée à me demander où est la solution. Et moi, sincèrement, j'applique le retrait. J'essaye de me retrouver mon calme moi-même pour pouvoir trouver la solution idéale. Moi, je ne pense pas directement à la malchance ou à la chance. Je suis une fonceuse. Et vous avez vu mon sourire, je suis tout le temps contente. Très bien. On a un autre message qui arrive. L'échec entrepreneurial, c'est la routine pour tout vrai businessman. C'est clair. Rien à voir avec les gars de la ligne 94. Bon, l'échec fait partie de la vie des entreprises. Ouais. Il faut beaucoup travailler sur la résilience pour transcender ces échecs. Je dirais une bonne partie de la chance ou de l'absence de cette dernière est liée à notre attitude. Oui. C'est-à-dire que la majorité des gens qui se disent malchanceux ne sont tout simplement pas ouverts à ce qui les entoure. Je prends un exemple. Bref,
Ensuite, là, je préfère garder ça pour moi. Et oui, vous semblez aller dans le même sens que les téléspectateurs. Oui. La parole de résilience. Oui, oui. En effet, ce que nous disons ici, c'est une optimisation d'un ensemble d'éléments qui sont connus. Et surtout une agrégation. C'est-à-dire que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que la personne qui se lance en entrepreneuriat sait ou ne sait pas qu'il va se frotter à des choses pas faciles. Mais sa capacité à faire face à cela peut aussi dépendre de son identité. On revient encore à cela. Et en accusant la malchance, c'est pour ça que notre approche, elle décrit les choses telles que les gens les disent, mais elle présente la solution comme étant quelque chose qui part chercher dans un construit de l'identité de la personne. Donc, la ressource avec laquelle vous affrontez cette difficulté dépend aussi de comment vous avez été bâti. Il y a des personnes qui ont enregistré la peur comme étant un mode de réaction d'interaction. Il y a des personnes qui ont enregistré les comportements réactionnels comme mode d'interaction. Vous êtes dans votre entreprise, l'exemple qui a été pris tout à l'heure était excellent. C'est-à-dire qu'une bouteille est posée ici, on l'a mise seulement là, mais ça en fait une tonne de problèmes. De sorte que votre team va passer des moments difficiles parce qu'il y a quelqu'un dont on a déplacé la bouteille. Et ça peut être que la personne est sortie de chez elle le matin avec une humeur pas très bonne et va venir contaminer tout le monde. À ce moment-là, cette personne qui n'arrive pas, qui ne sait pas gérer cette situation et qui vit dans un environnement où d'autres personnes aussi ne savent pas gérer. Du coup, c'est l'individu qui entreprend, ou bien l'individu qui rejoint un projet entrepreneurial qui doit être diagnostiqué, n'est-ce pas, et architecturé. De sorte que si à quelque moment de sa vie que ce soit, il y a des caractères, des comportements dysfonctionnels, bien complètement contraires à toute idée de réussite, bien d'épanouissement, qui se seraient greffés quelque part, on va les ressortir et s'assurer que effectivement, ça a été lessivé. Il y a des gens qui ne comprendront pas pourquoi ils vont d'échec en échec. Mais c'est par exemple, je prends par exemple les vies de couple. Une femme va de séparation en séparation. 1, 2, 3, 4. À la fin, en principe, elle se dit, il y a quand même un problème quelque part. Parce que moi, je ne suis pas étranger à ça. Et souvent, on se rend compte, puisque on y vient, c'est cette histoire de viol dans l'enfance. C'est-à-dire qu'elle veut bien, mais dans son subconscient, dans son système d'information, il y a un message tout à fait contraire. Tout à fait contraire. Donc, on montera, on descendra, on n'y arrivera pas. Donc, l'idée ici, c'est de donner, effectivement, quand on parle d'outils transformateurs de points, c'est que lorsqu'on a des dysfonctionnements qui sont ancrés sur 30 ans, 40 ans, c'est là où le coaching seul ne suffit pas. Il y a une thérapie qu'il faut pour ça. Vous faites bien de parler des thérapies. Alors, ce sera la dernière question pour sortir. Alors, comment chasser, je ne vais pas dire la malchance, puisqu'on est d'accord avec toutes vos explications qu'on va dire qu'elle n'existe pas, ce sont des construits. Comment chasser donc l'idée de malchance? Là, on parle à l'entrepreneur. Comment chasser l'idée de malchance? En entrepreneuriat, pour chasser l'idée de malchance, moi je pense qu'on devrait être résilient. L'année dernière, nous avons basé notre forum sur la résilience entrepreneuriale. Pourquoi il faut être résistant? Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on ne nous a pas préparé en fait à affronter tout ce qu'on va affronter demain. Et je pense que le docteur a raison sur le fait que parfois, on peut être des personnes qui sont craintives à la base. Quand on fait face à un problème, d'autres personnes se replient sur elles et préfèrent abandonner. Là, ils vont parler de malchance, mais non, c'est leur nature. Dès qu'il y a un petit bobo, on se retracte, on dit non, ce n'était pas le bon chemin, je continue ailleurs. Et on va continuer comme ça et se répéter dans l'échec. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on échoue, on n'arrive pas à transcender l'échec. Pourtant, il y a d'autres personnes qui sont des fonceurs de façon naturelle. Ce sont des bagarreurs. Ça veut dire qu'ils sont prêts, ils sont configurés pour bagarrer toute leur vie. Donc, chaque fois qu'il y a un échec, ils trouvent toujours comment rebondir. Moi, je pense que c'est là-bas que c'est de ça qu'on parle quand on veut dire résilience. Ça veut dire qu'il faut prendre les choses comme ça vient et essayer de trouver toujours le bon côté. Parce que quand j'ai dit, je prends le positif, on peut prendre ça comme une blague ou bien s'amuser avec et tout, mais c'est très important. Pour rester concentré et focus sur la vision et vers où on part, on doit pouvoir rester, on doit pouvoir avoir des zones positives. D'autres appellent ça comme ça. On doit être dans, moi j'appelle ça la paix intérieure, de rechercher vraiment sa paix intérieure parce que quand on est en équilibre,
on ne pense pas à la malchance ou à l'échec. On pense à ce qui doit être fait et comment il faut le faire. S'il y a un caillou en route, comment on fait pour le dépasser? S'il y a un tronc d'arbre, comment on fait? Bref, c'est ça. Donc moi, je pense qu'au-delà de la thérapie, ce qu'on devrait apprendre à chaque entrepreneur, avant même de se lancer là-dedans, c'est de pouvoir être résilient et de pouvoir aussi être force de solution et déterminé dans ce qu'on fait. Parce que ce qui est clair, l'échec n'est jamais loin et la dépression n'est jamais loin. Absolument. Donc on marche au quotidien avec l'échec, la réussite, la dépression. Et même le fait, même d'autres entrent dans la dépression, ils sont dans les AVC, ils sont dans les suicides et tout ça. Donc on doit pouvoir savoir déjà que cet écosystème est configuré comme ça et on doit pouvoir déjà avoir ça en tête pour pouvoir avancer. Donc moi je pense pas que dans l'entrepreneuriat principalement il y a malchance et chance. Mais je pense que en fonction de ce qu'on fait nous-mêmes et des opportunités qu'on veut bien prendre, on peut avoir des moments de bonne, on appelle ça quoi? De bonne chance, ou je ne sais pas trop. Voilà, c'est ça. Voilà, une bonne fortune. Voilà, c'est ça. On peut avoir la chance que ça marche. Il y a des vénards. Comme on peut, voilà. Mais il y a des vénards, c'est clair, il y en a. Il y a des personnes qui peuvent se lever, eux, ils marchent, les trouvent 5 000. Toi, tu sors, tu trouves rien. On dit ça ne sourit qu'aux audacieux. Oui, c'est clair. La chance ne sourit qu'aux audacieux. On devrait retenir ça. On va à l'hôpital, docteur. Vous êtes docteur, bien sûr. Hein? Oui, alors c'est très sérieux. C'est très sérieux parce que, en effet, vous imaginez des personnes qui engagent des projets. Mettre beaucoup d'argent. Mettre de l'argent. J'ai dit, une fois de plus, il y a un message subconscient qu'elles ont bâti pendant longtemps qui leur interdit ça. Il est bon de pouvoir le tester, de pouvoir l'apprécier. Et quand on parle de vénard, en réalité, les outils dont j'ai parlé, parce que ce que vous avez, je le redis toujours, le construit que nous sommes, avec le caractère que cela nous donne, c'est effectivement l'hériter, le récupérer à chacun de ces niveaux. C'est-à-dire que nous n'avons pas tous la même histoire. Même si à un moment donné, nous visons aller quelque part. Il se trouve qu'elle n'a pas les mêmes traumatismes que j'ai eu dans ma vie à un moment donné. Bien sûr. Mais j'aimerais bien être dans un projet entrepreneurial où nous allons ensemble. Il se trouve qu'à un moment donné, en fonction des challenges qu'on va rencontrer, j'aurai une attitude qui ne sera pas la sienne. Oui, parfois, elle sera déprimante, alors que la sienne sera plutôt motivante. On parle des personnes et la propension, la propension à exprimer un caractère plutôt qu'un autre fait l'objet effectivement de ce que nous avons comme outil diagnostique. Et je dis, ce n'est pas seulement pour l'entreprise, c'est même pour votre vie. Et lorsque le diagnostic a donc été fait, comment on chasse donc la malchance. Voilà, le mot c'est ça. Comment est-ce qu'on vous redispose à obtenir beaucoup plus facilement, beaucoup plus, en fait, plus facilement ce que vous attendez. Parce qu'en fait, la malchance... Quand vous ne pensez plus à la malchance... C'est vraiment un résultat qu'on attend. C'est-à-dire que... Négatif. Oui, qu'on ne voulait pas. C'est-à-dire qu'on attendait quelque chose et puis ce n'est pas venu. Ça ne vient pas. Okay? Et quand c'est plutôt dans le sens de... J'attendais quelque chose, c'est venu de façon inespérée, explosive. Voilà, on dit qu'on a la chance, qu'on est humain. mais il faut toujours savoir que c'est le résultat d'un processus, en réalité. Il y a un processus derrière. C'est vrai qu'il y a des accidents de parcours à un moment donné, mais ça ne peut être que des échecs tactiques. Si, effectivement, vous êtes disposé avec cette connaissance dont je parle, c'est la polarité, l'intégration, et puis l'inventaire des plaies, des blessures émotionnelles que vous auriez pu avoir vécues depuis petit jusqu'à dernièrement, n'est-ce pas, pour être sûr que dans votre process entrepreneurial, vous allez rencontrer des circonstances, des personnes qui ne sont pas toujours dans ce que vous souhaitez, que vous soyez debout, n'est-ce pas, dans votre projet. Et c'est à ce niveau-là que les outils que nous apportons vont servir. Lorsqu'on a préparé cela, on commence à vous donner des outils comme je parle d'outils transformationnels, de réarchitecturation beaucoup plus rapide. Parce que comme je le dis, on ne va pas soigner une blessure de 30 ans comme si avec un message de motivation, on reste d'accord. Et chez nous, nous avons la méthode d'ADAV, débloquer, activer, n'est-ce pas, dessoucher, désembourbé. Parce qu'on a des protocoles d'accélération. Mais dans la vraie vie, vous savez que si vous prenez une voiture qui est embourbée, vous accélérez, elle s'enfonce. Ok? Si vous accélérez une voiture qui est embourbée, elle s'enfonce. Donc il est bon, le motivateur va venir vous donner des outils pour foncer. Mais il est bon qu'on s'assure que vous n'avez pas des plaies, n'est-ce pas, qui vous ont maintenu embourbé pendant longtemps. Lorsqu'on vous a sorti, à ce moment, on peut vous accélérer. On est pratiquement arrivé, on a même débordé le temps qui était imparti. La réalisation va néanmoins permettre que nos invités puissent coller un dernier mot avant de mettre définitivement la clé
sur le paillasson. Il faut dire que c'était un sujet très intéressant au vu des nombreuses réactions suscitées sur la page lors de l'annonce de cette émission. Alors, Tatiana, c'est quoi ton actualité pour sortir? Je sais que tu bouillonnes d'activités, ton dynamisme n'est plus à prouver. Alors, en ce moment, je pense que tu es sur un projet sur la chance. En 1 minute, pour sortir. Ouais, voilà. En novembre, nous organisons un forum. C'est sur l'entrepreneuriat jeune. Donc, notre thème sera cette année travail ou chance. Réussite entrepreneuriale, 2 points, travail ou chance. Donc, c'est de savoir, est-ce que pour réussir en entrepreneuriat, il faut du travail ou alors il faut de la chance? Moi, j'invite beaucoup de personnes à venir, c'est un peu comme ce débat que nous avons eu, à venir assister et également à profiter du partage d'expériences qui sera offert là-bas. C'est du 15 au 16 novembre à l'hôtel de Ville de Yaoundé. Donc, je serai là-bas moi-même, avec mon sourire, bien sûr, voilà, pour accueillir tout le monde. Donc, et aussi, je voudrais terminer sur le fait que de façon globale, nous avons tous des limitations, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel et tout. Mais j'encourage tout le monde à faire un travail sur soi parce que je pense, de ma petite expérience, hein, je ne vais pas dire que j'ai 30 ans, 50 ans et tout ça, voilà, de ma petite expérience, si on travaille sur soi-même, donc sur son équilibre interne, externe, on peut se créer en fait des opportunités dont on n'a pas la connaissance. Donc, ça vient comme ça et tout ça. Donc, il faut être une personne agréable déjà, une personne qui s'aime elle-même pour pouvoir aimer les autres et attirer en fait à soi également les bonnes ondes. Absolument. Moi, je pense que c'est ça le maître mot de toute chose. Donc, quand on me demande pourquoi je souris tout le temps et tout, je suis une personne positive, c'est tout. Et c'est ce que je prône au quotidien. Donc, essayez. Ça ne veut pas dire que je me fâche pas, j'ai 15 minutes de folie comme ça. Alors, je souris à la vie, elle vous le rendra. On va dire, on reviendra sur votre événement en novembre, lorsque les supports de communication seront disponibles pour en parler. C'est important, la jeunesse. Vous êtes nombreux à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Avant de vous lancer, il y a un travail préalable qu'il faut faire, sinon vous allez vous casser les dents. Parce que l'entrepreneuriat ne doit pas être qu'un slogan. Aujourd'hui, tout le monde est entrepreneur, mais il faut savoir que c'est un métier, tout métier, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en considération avant de s'engager. Alors, Dr Guégan, un dernier mot, c'est quoi votre actualité? Je voulais dire à Tatiana qu'elle est dans la thérapie. Ah oui? Ça fait partie des choses que nous avons construites de façon... voilà, nous utilisons. Nous sommes dans le e-book est un élément, est l'une des clés de notre stratégie actuelle. Cette clé pour disposer d'un business à revenu passif en 1 mois. La première clé, c'est celle-là, celle du mindset. La préparation de la personne. Ça, c'est ce qui nous concerne. Mais ce service, il est disponible pour les entreprises, pour d'autres projets, les personnes qui aimeraient diagnostiquer leur équipe et comprendre pourquoi est-ce que certaines de leurs partenaires peuvent être dysfonctionnelles. Et c'est ce que nous proposons, avec des fiches diagnostiques et puis des éléments de suivi. Bien. Mais notre projet, c'est effectivement cette clé stratégique pour disposer d'un business. Et nous avons, dans le cadre de la préparation, travaillé sur cet élément-ci, qui consiste à vérifier l'identité, en fait, l'individu qui vient vers nous. Et pour vous répondre, les personnes qui vont intégrer notre projet sont des personnes dont l'intégration est passée à 84%. Des gens qui viennent avec, où les tests sont à 10%. Et quand vous regardez la vie de quelqu'un qui a 10% d'intégration, ça ne ment pas. Il vous raconte toutes les difficultés qu'il a sur la terre. Il vous raconte comment, c'est-à-dire que lorsque les gens arrivent à tout, tout lui arrive. Et nous travaillons effectivement, quand nous voyons ça, ça ne nous étonne pas. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement passionnés de ce que nous faisons parce qu'on voit des choses qui, pour certains, en fait, au départ, on les anodine pour certaines personnes, mais ils se rendent compte à quel point c'est une réalité. Donc, quand quelqu'un a 10% d'intégration, ne vous étonnez pas, tout va lui arriver. Lui, il arrivera à rien. Alors, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? Et donc, nous sommes donc installés à Biémassi, en face de la banque Bisec, et puis nous sommes facilement localisables. Les contacts, si vous voulez. Donnez les contacts. Bon, voilà, c'est le 670, appel WhatsApp, ligne directe, 670 91 37 21. Là, nous recevons à Biémassi en face de la banque dans notre cabinet, où nous faisons effectivement la prise en charge des pathologies médicales classiques,
mais dans le cadre de l'entrepreneuriat, n'est-ce pas, le diagnostic entrepreneurial de la personne, effectivement pour leur permettre d'avoir les outils. Parce que comme quelqu'un dit, nous ne sommes pas ignorants des mêmêmes choses. Et c'est une connaissance qui est aussi importante que la connaissance technico-technique dont on a besoin, tout ce que Larissa a dit tout à l'heure, pour son projet. Absolument. Ça aussi, c'est une connaissance particulière. Je pense, pour ma part, que c'est celle par laquelle on devait commencer et puis agréger les autres derrière. Puis après, ce qui va arriver. Merci, docteur. Tatiana, je pense que pour novembre, le docteur... bien sûr, bien sûr. Ses connaissances et sa compétence serait bien pour les jeunes. C'est toujours important. Ouais, absolument. C'est ça le rendez-vous des entrepreneurs. Merci à la réalisation, merci à vous, Tatiana, merci, docteur. J'espère qu'on aura l'occasion de vous avoir à nouveau sur le plateau pour éduquer la jeunesse, parce que c'est ça le but du rendez-vous des entrepreneurs. Apprendre, comprendre pour bien entreprendre, parce que c'est le plus important. Et comme le dit le docteur dans son e-book, je vais terminer par cela, on ne construit pas une maison en commençant par la toiture. C'est bien ça, docteur? C'est bien ça. Gardez le sourire, on se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, avec d'autres invités sûrement et une nouvelle thématique. Ciao, bye bye. Le centre de formation professionnelle des techniciens des génies. Hey, le centre de formation professionnelle des techniciens des génies civils réunis vous convie le locaux situé à Etokos par Simbok au